Alors, pour ma part, j'ai un parcours assez atypique, enfin, en tout cas qui n'est pas rectiligne. On a fait de l'expatriation à l'Université RAD, à l'Institut d'élevage, et un passage aussi au ministère de l'Agriculture en France. Et actuellement, j'occupe le poste de directeur de l'École Sagrignon, qui est une alliance qui regroupe les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, auxquels s'ajoutent les noyers et le cerveau. Donc c'est 11 membres qui constituent cette alliance, et l'objectif c'est de travailler en commun et de coordonner des projets en commun. Bien, alors, ça marche. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce que vous voyez qu'il y ait, ou qu'il pourrait y avoir un lien entre les vautours et la rage? Je vois qu'il y a deux personnes qui connaissent le sujet ou qui pourraient avoir des pistes. Quand on parle de vautour chauve-souris, c'est un réservoir pour l'âge. Avant, il y avait uniquement les animaux à sang chaud. Maintenant, on a remarqué, par exemple, les gens qui explorent les graves. Ce qu'on appelle, de manière simple, les coryoptères. Coryoptères. Voilà. Très bien. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous inviter à un petit voyage. Un voyage qui va nous emmener dans une autre région du monde, un autre pays, qui est l'Inde. Alors, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, dans les années 90, comme vous savez, l'Inde est un pays où la vache est sacrée, qui a un statut particulier et qui n'est pas consommée. Et pour gérer les mortalités des vaches en Inde, la seule solution, c'est une régulation qui est naturelle, qui est régulée par les vautours. Donc les vautours sont les seuls outils ou les seuls moyens pour réguler la mortalité des bovins en Inde. Il s'avère que dans ces années-là, on a assisté à une catastrophe environnementale d'une grande ampleur qui a fait que les vautours ont perdu 97% de leur effectif. La raison, et le seul coupable, c'est le diclofénac. Alors pourquoi? Parce que les vautours, comme je vous le disais, sont des charognards. Ils consomment la carcasse de bovin. Ces bovins étaient traités par le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire, et par conséquent, ça a entraîné une intoxication et une insuffisance rénale, et la quasi-totalité des vautours ont été disséminés. Tout cela pour vous dire que finalement, les vautours ont disparu, quasiment disparu. Qui a remplacé ces animaux pour la gestion des cadavres? Et bien, ce sont les autres animaux, d'autres charognards, dans lesquels les chiens errants ont pris une place prépondérante. Et vous voyez très bien que la nature, comment dire, a rendu vide, les carnivores domestiques et errants ont pris le dessus, et la promiscuité de ces animaux dans des milieux urbains et dans des milieux proches de l'homme ont eu comme conséquence une prolifération énorme des chiens, et qui dit beaucoup de chiens en divagation, dit beaucoup de rage, la rage qui était beaucoup plus présente, plusieurs millions de morsures, et quand on a un ratio d'un décès de rage par 1000 morsures environ, vous voyez le nombre de décès qu'a engendré cette catastrophe environnementale et le coût qui a été induit par ce déséquilibre environnemental. Et la solution qui a été trouvée à l'époque, c'était des abattages massifs d'animaux. Tout cela pour dire que si on doit revenir au sujet principal de notre séminaire qui est le One Health, vous voyez bien qu'une catastrophe liée à un médicament utilisé sur une espèce a engendré un déséquilibre environnemental qui a induit une perturbation au niveau de la contamination et de la transmission de la rage, et vous voyez bien le triptyque de
la santé et le déséquilibre environnemental, la santé humaine et la santé animale. Là, on est en plein cœur d'un exemple concret du One Health. Voilà. Alors maintenant, pour revenir au cœur du sujet, et là je pourrais compter les 20 minutes parce qu'on arrive au sujet de l'antibiorésistance, on part de deux constats que chacun de nous connaît. Le premier, et je suis prêt à faire le pari avec vous, si on questionne les vétérinaires praticiens en Algérie comme ailleurs, vous avez les 2/3 de votre arsenal thérapeutique qui est basé sur des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. N'est-ce pas? À côté de cela, vu l'utilisation et l'usage important et la place de l'antibiotique dans l'arsenal thérapeutique, vous avez un autre paradoxe qui est celui du nombre de maladies, enfin le pourcentage de maladies infectieuses et leur impact sur la population avec le nombre de molécules et qui sont développées, créées. On a parlé hier de la R&D en industrie. Et bien, pour fabriquer, pour aboutir à un antibiotique, il faut plusieurs années et on n'en fabrique pas tous les matins. Contrairement, si on fait le parallèle avec d'autres maladies, vous voyez le ratio entre le nombre de molécules antibiotiques qu'on peut développer et qu'on peut créer par rapport à d'autres molécules pour des autres usages ou d'autres pathologies. Tout cela pour dire que les antibiotiques qui sont denrées rares, plus on les utilise et moins ils seront efficaces en raison notamment de l'antibiorésistance. Sans trop tarder sur cette diapositive, on est passé d'un paradigme où l'antibiotique était un miracle, était une solution pour sauver des vies pendant les guerres qui ont précédé. On est maintenant face à une autre vision où l'antibiorésistance est devenue un danger pour la santé publique numéro 1. Et j'en veux pour preuve dans ce diagramme ici. Il y a à peine quelques années, on estimait le risque de mortalité par l'antibiorésistance à travers le monde à l'échéance 2050 de 10 millions. Il y a à peine un mois, il y a un article qui est sorti où cette estimation-là est plutôt passée à 40 millions en quelques années. Donc imaginez une population telle que la taille de l'Algérie, une quarantaine de millions, qui sera anéantie ou impactée par l'antibiorésistance d'ici 2050. Sans trop tarder sur les risques médiatiques, on en a parlé hier par rapport à la nutrition, par rapport à l'alimentation et l'exigence sociétale vis-à-vis des décideurs et de la santé publique. Alors voilà, maintenant reprenons le praticien privé avec les pieds dans les bottes et sa blouse face à sa clientèle. De manière globale, qu'est-ce qu'on constate? Que les principales pathologies, en tout cas en animaux de rente, là j'exclus volontairement les animaux de compagnie, mais en animaux de rente, on a beaucoup de traitements pour soigner les loteries, les pathologies du veau, les maladies respiratoires et les maladies. Donc ce sont 4 postes qui représentent une quasi-majorité des soins prodigués par le vétérinaire. De la même manière, en élevage laitier, le traitement des mammites représente à lui seul, les 2/3 des soins en élevage laitier. Donc, pour vous montrer l'importance du recours à l'antibiotique chez le vétérinaire dans sa pratique quotidienne. Alors, toujours dans cette catégorie-là, vous voyez ici une analyse qui a été faite en France par rapport à quel type d'antibiotique et le risque d'antibiorésistance selon qu'on est face à des batteries, à des pathologies néonatales du veau, des maladies respiratoires, des mammites, soit en lactation, soit en entarisme. Et l'enjeu, il est bien là. C'est-à-dire que vous passez, le vétérinaire passe beaucoup de temps à soigner ces 3-4 pathologies majeures et donc il utilise des antibiotiques. Et le principal message qu'on devrait retenir à travers ces catégories-là, juste après, c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire que si on veut bien soigner, si on veut bien utiliser l'antibiotique, c'est un raisonnement qu'il faut avant de
d'aller au flacon et avant d'aller à l'aiguille et à la seringue. Donc, bien soigner ne veut pas dire sans antibiotiques. C'est plutôt moins d'antibiotiques et mieux utiliser l'antibiotique. Quand on dit moins d'antibiotiques, ça veut dire qu'on a quelque chose sur laquelle on peut aussi se baser, qui est la prévention. On a parlé hier des facteurs de risque, on a parlé de biosécurité, et ça reste un axe majeur à développer et à maîtriser. Un rappel que vous connaissez sans doute, mais qui est important à avoir constamment en tête quand on est face à une pathologie, c'est que le choix de l'antibiotique, il dépend bien sûr de l'état clinique et des diagnostics que nous posons face à l'animal que nous avons soigné, mais aussi et surtout des autres paramètres. Il n'y a pas que l'état clinique, que la température, que les symptômes qui sont là. Il y a le contexte épidémiologique, il y a l'usage qui est prévu par l'AMM, le schéma thérapeutique, le délai d'attente et le coût bien évidemment. Et c'est qu'après avoir analysé l'ensemble de ces critères qu'on optera ou pas vers tel ou tel antibiotique. Je ne vais pas non plus détailler cette diapo, mais c'est un raisonnement, un arbre décisionnel qui permet de décliner le choix qui est fait face à une pathologie, là, en l'occurrence l'hémamite. Vous mettez dans la peau du vétérinaire, avant d'aller prendre ma seringue intramamaire ou mon antibiotique à large spectre, quel est le raisonnement que je dois avoir. Et notamment, on voit ici qu'on doit déterminer quel type d'hémamite. Les mammites ne sont pas toutes équivalentes, ne sont pas toutes les mêmes. Environnementales, contagieuses, mixtes, est-ce qu'elles touchent une seule vache ou plusieurs, etc. Malheureusement, le temps me manque pour aller un peu plus en détail, mais ce que je veux vous faire passer comme message à travers cet exemple de mamite, c'est que le traitement n'est pas systématique. Une mamite n'est pas une mamite chez une vache n'est pas exactement la même chez une autre vache, et même la même vache peut avoir des mamites différentes selon les cycles, selon la période, etc. Alors, je vais vous donner ici un exemple de distinction ou de différenciation des traitements en fonction des indicateurs qu'on aura récupérés. Et ce que vous voyez ici, c'est juste un outil que j'invite tous les vétérinaires à utiliser, c'est un tableau qui vous permet d'avoir un historique, qui vous permet d'avoir un suivi des animaux eux-mêmes dans le temps, mais aussi des animaux entre eux. Parce que, de ce que je sais, la pratique de notification, d'inscription et d'enregistrement des traitements n'est pas un réflexe, n'est pas systématique dans la pratique courante. Le vétérinaire est appelé par l'éleveur, il va et soigne le quartier, le trailant et la vache qui est malade, et il s'en va sans suivi derrière, et puis la même vache peut être malade une semaine après, et on n'a pas l'historique ni la traçabilité de ce qui s'est passé. Donc, c'est des outils simples, un tableau, le numéro de la vache ou le nom de la vache, et on a le suivi. C'est ceci qui va permettre aussi d'avoir un état global de ce qui se passe dans l'élevage. Autrement, on ne peut pas se fier qu'à la mémoire de l'éleveur ou du vétérinaire. Là, vous avez quelques critères que je ne vais pas détailler, mais c'est ce qui vous permet de typer ou de discerner si on est face à une mamite environnementale ou contagieuse. Alors, c'est un exemple très concret et issu d'un exemple de terrain. Dans un élevage où s'initiaient des soucis de mamite depuis plusieurs mois, et l'idée c'est de savoir quels sont les outils qui permettent de décider du traitement et du choix du traitement, notamment le traitement antibiotique. Avant d'aller vers la trousse et le produit et l'antibiotique en l'occurrence, il y a certains critères que nous devons avoir en tête avant d'aller plus loin pour les mérites. Dans ce cas précis, vous avez un élevage qui possède 50 vaches laitières, 30 traitements de mammites par an. C'est important, c'est énorme. Avec 15 animaux qui étaient concernés. Donc vous voyez qu'il y a des animaux qui revenaient assez régulièrement. La pratique qui était celle du vétérinaire
l'éleveur qui était concerné, c'était un traitement identique. Mamite, je fais le même traitement et je vois si l'animal se remet ou pas. L'audit de cet élevage a montré que le taux de récidive était trop élevé. Donc, la même vache pouvait revenir malade 2, 3 et plusieurs fois. Qu'il y a des récidives, qu'il y a un traitement qui a été mis en place de manière systématique. Donc la première des choses qui a été préconisée chez cet éleveur-là, c'était une révision du protocole de traitement. Donc pas de systématisation du traitement de manière automatique. Il y a aussi un traitement, une adaptation du traitement et de la stratégie du tarissement, c'est-à-dire la période sèche des vaches. Vous savez, quand la vache est en lactation, ensuite il y a environ 2 mois de période sèche avant de faire le veau de l'année suivante, etc. Et donc il y a aussi une stratégie qu'il faut alterner. Et cette stratégie pour lutter contre les mammites, vous ne pouvez la mettre en œuvre que si vous avez une idée globale de tout l'élevage. Ça ne se résout pas au niveau d'une vache isolée. Le coût de ce traitement, enfin le coût des mammites dans cet élevage-là, il était autour de 1 000 €, un peu plus de 1 000 € par an. Une fois que ce protocole a été mis en place, on est passé à 888. Vous allez me dire, mais tout ça pour ça, le gain n'est pas si important. Sauf que, quand on met en place un protocole raisonné, il y a des effets collatéraux qui sont aussi importants que le coût en lui-même. C'est-à-dire que vous avez moins de risques de contamination par les résidus, donc moins de traitements et moins de produits médicamenteux, moins de cellules, moins de réformes, etc. Donc, il y a un effet coût direct, mais aussi les coûts indirects. On peut passer aussi à un autre cas que les vétérinaires gèrent très, très souvent et régulièrement, c'est le cas des diarrhées néonatales. Ça, je peux vous en parler pendant des jours si vous le souhaitez, mais c'est un sujet qui est assez cher. En deux mots, pour traiter une diarrhée néonatale, il ne suffit pas non plus de systématiser un traitement, mais de prendre en compte l'ensemble des critères et de contexte épidémiologique et des facteurs de risque de l'élevage. Sans avoir étudié et pris en compte ces éléments, votre traitement est voué à l'échec à 100%. Encore un exemple d'un arbre décisionnel qui vous permet de distinguer dans quel cas de figure ou quel type de diarrhée on est en train de gérer. Et pour aller dans un cas un peu plus concret, dans un élevage de 50 vaches allaitantes, avec 60 vélages par an, les troubles gastro-intestinaux étaient importants, avec une perte de 1 500 € par an. C'est énorme par rapport à l'élevage. Là aussi, un audit est fait. Il a été préconisé de mettre en place une vaccination des mères, la modification du logement. Parfois, ça se joue à très peu. Je vais vous raconter juste une parenthèse d'un élevage pour lequel on a fait un audit il y a quelques années déjà. On s'est rendu compte que les veaux souffraient de pathologies systématiquement dans une partie de l'étable, alors que les veaux qui étaient dans des boxes à 5-6 mètres n'avaient aucun problème. Le traitement a été changé, rien n'a changé par rapport aux veaux. Plusieurs tentatives de traitement, plusieurs protocoles ont été modifiés, rien. Et il se trouve que par pur hasard, une fois en soignant un animal, en se baissant, on s'est rendu compte qu'il y avait un courant d'air qui était imperceptible d'un homme debout, à 1m60, 1m70, alors que le veau qui est à 30-40 cm du sol, le prenait en pleine figure en permanence. Et il a suffi de régler ce problème de courant d'air et toute la pathologie a été résolue, donc sans cet antibiotique. Alors, 1 500 €, on passe à 660 €, quasiment la moitié. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a des effets collatéraux positifs, donc moins de surveillance, moins de temps à passer à soigner les animaux, etc. etc. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, toujours par rapport au gastroentérite. Vous voyez ici que le bilan d'un élevage, un audit d'élevage, donc avant de toucher la seringue, avant de toucher les flacons de médicaments, avant de toucher l'antibiotique ou autres produits, observer. Identifier les facteurs de risque
corriger-les, et ensuite on voit s'il y a besoin de traiter ou pas. Et vous voyez ici, entre l'évolution du taux de mortalité, là il y a une vingtaine d'élevages qui ont été audités, le avant et après. Donc il y avait un constat des pathologies néonatales, un bilan des préconisations, des mesures correctives, des facteurs de risque, et on mesure après ce qu'on a obtenu. Et vous voyez la nette amélioration en termes de mortalité, par exemple sur cet élevage-là, on est passé de 5 à quasiment 0%. Imaginez ces 3 élevages où la mortalité dépassait les 20%, on est passé à quasiment 0,1%. En corrigeant les facteurs de risque. De la même manière, l'évolution du taux de veau traité. Vous voyez, l'avantage quand vous passez de 80% de veau traité, c'est énorme. L'éleveur et le vétérinaire passent son temps à traiter ces animaux et on arrive à 5%. Et la plus-value du vétérinaire, ce n'est pas la seringue et ce n'est pas l'antibiotique, mais c'est le conseil et c'est l'analyse qu'il fournit à son client. Très rapidement pour les boîtiers, mais la logique reste la même. C'est avant de se ruer vers la seringue et vers l'antibiotique, lever le pied au sens propre et au sens figuré aussi. On lève le pied, on regarde ce qui se passe, quel type de pathologie, quel type de boiterie il s'agit avant d'aller le soigner. Je vous mets ici un certain nombre de photos de pathologies du pied. Il n'y a aucune qui ressemble à une autre, et pourtant on est tenté de faire le même traitement pour toutes les boiteries. Un exemple aussi, je viens dans du concret et du réel. C'est un élevage où il y avait 75 vaches laitières avec des problèmes de boiterie. On a maintenant 35 traitements antibiotiques, dont des antibiotiques sensibles, et bien sûr des mesures qui ont été préconisées pour cet élevage-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient? C'est que le diagnostic pour identifier la vache boiteuse, d'abord en ouvrant le pied, d'abord en nettoyant, et ensuite, si nécessaire, d'utiliser l'antibiotique. Et là, vous voyez que les simples mesures de base, et je répète, c'est des mesures de base, laver les pieds et avoir un environnement propre, permet déjà de réduire de quasiment 1,6% le risque de nouvelles lésions, et puis il augmente le taux de réussite et de guérison d'autant. La propreté des membres aussi est un facteur qui est facile à maîtriser, facile à mettre en œuvre, et il permet de limiter les nouvelles lésions. Les maladies respiratoires, c'est la même logique. Je ne sais pas combien de temps je dispose encore, mais j'aurais pas dû poser la question. D'accord. Alors, pour conclure, mais je savais que j'allais conclure, c'est pour ça que... Alors, pour conclure, avant le vétérinaire praticien, avant de songer au traitement, que ce soit des manites, des diarrhées néonatales, des boiteries ou des maladies respiratoires, donc les 5 grands types de pathologies auxquelles on est confronté sur le terrain, je dirais en un mot, c'est d'abord élargir le spectre des compétences plutôt que d'élargir le spectre des antibiotiques. S'il y a un mot à retenir aujourd'hui, une notion, c'est celle-là. Et quand on parle d'élargir le spectre des compétences, c'est dans son acception la plus large. Et là, je vous ai dit, je vais mentionner que l'amélioration facile à mettre en œuvre relève très souvent et régulièrement du bon sens et des bonnes pratiques. Une approche d'abord adaptée au niveau du troupeau. C'est fini, sauf quelques exceptions bien particulières, par exemple césarienne, elle est gérée au niveau de l'individu. Mais dans la plupart des cas, la pathologie et les traitements que vous allez raisonner se gèrent au niveau du troupeau. Donc tant que le vétérinaire continue à gérer un animal, un individu, il n'ira pas très loin. Parce que c'est un traitement qui sera à très court terme et qui n'aura pas d'effet dans la durée. Une démarche formalisée. Je vous ai donné l'exemple du tableau que j'invite à chacun à... Ça peut être un carnet tout simple, mais notez. Tel jour, tel traitement a été préconisé pour telle suspicion, tel diagnostic, etc. Davantage de préventif et moins de curatif, les notions de sécurité de base. La maîtrise
d'autres paramètres hors paramètres médicaux, donc le bâtiment, je vous ai donné l'exemple du courant d'air tout à l'heure, la litière, le matériel, l'alimentation et le cholestérol. Si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces critères-là, le traitement ne suffira jamais à lui-même. Faire des médicaments un allié et pas un danger. Et si on veut aussi garder quelques recommandations en termes de règles, la première, c'est que la règle est connue et respectée partout, c'est-à-dire l'ensemble des vétérinaires, mais aussi ses partenaires, l'éleveur, le technicien éventuellement, les autres conseillers. Le dialogue entre les acteurs, la prévention et la visibilité passent avant le traitement. Mieux connaître les pathologies pour mieux les traiter. L'antibiotique reste un outil précieux, pas de prévention, de grâce, et une approche intégrée qui allie à la fois la thérapeutique médicale, la zootechnie, l'économie et bien sûr les risques médiatiques, parce qu'ils sont bien réels et ils sont bien présents. Si on veut aller plus loin, et là j'ouvre une parenthèse parce qu'on est dans une institution de formation et d'enseignement, si j'avais une start-up à monter en Algérie, ce serait une start-up de formation continue. Là, je gagnerais un argent fou, parce que c'est un créneau qui manque et pour lequel il y a tellement de vétérinaires et tellement de formation qui est nécessaire et indispensable que tout est à faire. Et je pense que le constat que nous avons tous, les vétérinaires, une fois diplômés, à part quelques exceptions, la formation elle est déjà passée derrière, on ne revient plus à ouvrir un livre ou à se remettre en question. Et 15, 20, 30 ans après, on est toujours avec les acquis antérieurs. Bon, je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est un constat qui est bien réel. Donc, formation continue des vétérinaires, valoriser l'expertise du vétérinaire médical, mais pas que. Donc, ce que j'ai qualifié d'extra-médical, donc zootechnique, économique, pour une plus-value. Parce que le vétérinaire qui gagne sa vie uniquement parce qu'il peut ou il a pu vendre son médicament à l'éleveur, ce n'est plus un modèle économique qui tourne. Ça ne tiendra pas. Il faut que le conseil soit aussi payant, c'est pas facile, je le conseille, mais il faut que le conseil et l'expertise vétérinaire ne soient pas uniquement à travers le médicament qui coûte. Et améliorer la traçabilité, là, un petit clin d'œil qui va au-delà de l'institution de formation dans laquelle nous sommes, c'est bien sûr organiser la profession, mettre en place des règles, de l'éthique et de la déontologie, parce qu'il en va de toute la profession dans son ensemble, et développer des alternatives, les huiles essentielles, les algues, les vaccins, etc. Voilà, j'espère ne pas avoir été long, je vous remercie pour votre